Bonjour à tout le monde et merci d'avoir de votre participation aujourd'hui au webinaire Le passeport produit numérique, comprendre les enjeux et découvrir les leviers de la mise en œuvre avec des exemples de la filière de pneus et des batteries. Dans le cadre du projet EDH Green Power IT, on va présenter le projet un peu plus au cours du webinaire. Moi, je m'appelle Genia Rutenberg. Je travaille en tant que chargée de projet européen au pôle de compétitivité Team 2. Donc, bienvenue. Et je suis ici aussi aujourd'hui avec ma collègue Lise Desbrun, qui est la chargée de communication. Merci aussi à tous nos intervenants d'avoir accepté notre invitation de participer aujourd'hui à notre webinaire. L'objectif est une petite sensibilisation à ce sujet de passeport produit numérique. Donc, on a prévu un petit agenda. Oups, pourquoi je peux pas avancer? Voilà. Donc, on a prévu une présentation du DPP et du cadre réglementaire par Wojciech Sitars de la Commission européenne avec 15 minutes de présentation et après, ensuite, 5 minutes de questions-réponses. On va également vous présenter un cas d'usage et un exemple de traçabilité dans la filière des batteries par Vincent Desmortier du Faubourg Numérique, 10 minutes, pour montrer un exemple qu'est-ce qu'on fait déjà au niveau régional, ici dans la région Hauts-de-France. Et on va présenter un cas d'usage et un exemple de notre projet dans la filière des pneus au niveau européen. Le projet Surpass 2, c'est présenté par moi-même, aussi 10 minutes. Après, on va vous présenter l'offre d'accompagnement Green Power IT par Jérôme Coutel, responsable de recherche et d'innovation au CITC. Une présentation de 20 minutes. Et à la fin, nous avons aussi des petites recommandations, comment se lancer et des questions-réponses à la fin. Voilà, donc je laisse maintenant nos intervenants se présenter. Euh, Wojtek, si vous voulez. Merci beaucoup, Shania. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à ce webinaire. Je m'appelle Wojtek Sitars. Je travaille à la Commission européenne, à la Direction générale de l'environnement, où je m'occupe du règlement sur l'éco-conception des produits durables. L'acronyme, c'est ESPR. Ça vient de Eco-Design for Sustainable Products Regulation. Et dans ce contexte-là, je m'occupe également des passeports produits numériques, donc des DPP. L'acronyme DPP, ça vient de Digital Product Passport. Donc, merci beaucoup. Merci. Vincent, s'il vous plaît. Oui, bonjour Chenia, bonjour tout le monde. Donc moi, je représente le DIH Faubourg Numérique. C'est une structure associative qui est portée par des entrepreneurs du numérique ou avec une forte appétence numérique. Et on a une double mission. La première, c'est de faire de la R&D collaborative, et en particulier en exploitant et en produisant des composants open source. Et puis la deuxième, c'est celle de hub d'innovation numérique, c'est-à-dire de soutenir au mieux et d'apporter des ressources complémentaires, aussi bien techniques que financières, aux projets innovants, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, mais aussi dans les collectivités locales. Merci beaucoup, Vincent. Jérôme, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Jérôme Coutel, je suis responsable R&D, donc recherche et développement au CITC, Centre des technologies sans contact, depuis 6 ans. Je suis aussi également en charge d'accompagner les entreprises dans le cadre de l'EDIH pour toutes les missions autour du développement de preuves de concept, principalement. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà, enchantée, Jenny Rutenberg. Je travaille en tant que chargée des projets affaires européennes au pôle de compétitivité Team 2. Le pôle
Team 2, c'est là pour accélérer la transition écologique et économique. Et donc, nous sommes un pôle de compétitivité avec 285 membres. Euh, nous nous focalisons principalement sur l'optimisation des ressources dans des différents secteurs, notamment des métaux, des organiques, des minéraux, et aussi nous sommes la maison des équipementiers français des recyclages, donc toutes les entreprises qui fabriquent les équipements de recyclage. Et donc, on travaille pour mieux utiliser ces ressources-là pour fermer les boucles. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous proposons ce webinaire-là pour regarder un peu plus précis la filière des pneus et aussi partiellement des batteries. Voilà, donc maintenant j'invite Wojtek Sitars à présenter nous un peu le cadre réglementaire. Si vous voulez partager votre écran, s'il vous plaît. Je pense que ça devrait être bon maintenant. Oui, c'est bon, merci. Super, merci. Euh, donc, de mon côté, je vais parler du contexte européen, donc de où est-ce que ça vient, le passeport produit, pourquoi, enfin, et qu'est-ce que c'est le règlement éco-conception qui l'a introduit, notamment avec le règlement batterie en même temps. Euh, donc oui, donc l'éco-conception, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous connaissez peut-être ou vous avez déjà rencontré, je sais pas, par exemple, en achetant un frigo ou un four, vous avez vu l'étiquetage énergétique avec un label énergie A, B, C, D, E. Donc tout ça, c'est notamment des choses qui ont été introduites grâce à la directive sur l'éco-conception qui maintenant est progressivement remplacé par le règlement sur l'éco-conception des produits durables, donc ISPR, qui modifie certaines choses par rapport à l'ancienne directive. Donc la première chose, c'est que le champ d'application est plus large par rapport à la directive. Donc ça étend le champ d'application au-delà des seuls produits liés à l'énergie. Et ça permet d'agir aussi sur des produits plus diversifiés, tels que par exemple les textiles ou les meubles. Il est aussi possible, dans le cadre de l'ISPR, d'adopter des mesures horizontales, c'est-à-dire fixer des exigences sur un aspect de produit sélectionné, comme par exemple la réparabilité ou la recyclabilité, sur un large éventail de produits en même temps. Et donc le dernier point, c'est qu'il y a aussi vraiment un accent sur les informations relatives aux produits. Et c'est dans ce cadre-là que le ISPR, donc le règlement éco-conception, et aussi le règlement batterie ont introduit le passeport de produits numériques, donc le DPP, le Digital Product Passport. Donc, l'éco-conception, l'ISPR, permet de fixer des exigences d'éco-conception sur un certain nombre d'aspects d'un produit. Donc, sur l'écran, vous pouvez voir les différentes exigences sur lesquelles on peut agir, sur l'empreinte environnementale, la consommation d'énergie, la réparabilité, la possibilité de recyclage, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces domaines ne seront pas définis pour chacun des produits. Mais en fait, à chaque fois, on va regarder quels sont les aspects les plus pertinents pour un produit et qui auront des incidences qui seront proportionnées. Parce que bien sûr, les exigences par rapport à un pneumatique et par rapport à un réfrigérateur ou encore un t-shirt vont être assez différentes comme vous pouvez l'imaginer. Donc tout cela est très bien, mais comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment est-ce que les exigences d'éco-conception, y compris sur les passeports produits numériques et les informations qui vont dans les passeports produits numériques, sont-elles développées en pratique?
Donc l'ISPR en tant que tel, c'est une loi cadre, donc qui donne le cadre vraiment juridique euh, pour des exigences spécifiques qui sont spécifiques aux produits et développées via des actes délégués. Encore une fois, parce que les exigences pour une paire de jeans sont complètement différentes des exigences pour, par exemple, un lave-vaisselle. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'acte délégué dans le cadre de ce règlement éco-conception pour un groupe de produits donnés, ce produit-là, enfin, il n'y a pas d'exigence d'éco-conception. Donc, c'est vraiment produit par produit. Euh, le cadre est en vigueur depuis juillet et le plan de travail pluriannuel qui donne un peu les produits prioritaires a été adopté l'année dernière, donc en avril 2025. Et donc, normalement, on prend les produits qui sont dans ce cadre pluriannuel. Il y a une étude préparatoire et une analyse d'impact qui dure à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et donc, on s'attend à l'adoption des premières mesures en 2027 et leur applicabilité en 2028. Et donc, les entreprises, les ONG, les États membres participent justement ou peuvent participer à ces études préparatoires et analyses d'impact pour justement donner leur avis. Parce que forcément, par exemple, dans le domaine des pneumatiques, il nous faut des experts enfin, de l'industrie du pneumatique pour nous aider à développer des exigences qui soient, enfin, qui aient du sens. Donc voilà, donc quels sont les produits inclus dans le plan de travail sur l'éco-conception? Donc il y a des nouveaux groupes de produits tels que les vêtements et les textiles, où on s'attend à une adoption de la mesure en 2027. Tout ce qui touche à l'ameublement pour 2028, les pneumatiques pour 2027, les matelas pour 2029, le fer et l'acier, donc les produits sidérurgiques comme produits intermédiaires pour la fin de cette année et l'aluminium pour 2027. Et donc il y a aussi toute une liste un peu plus longue de produits qui sont repris du plan de travail précédent, qui sont vraiment les produits plus liés à l'énergie, tels que les lave-vaisselle, la vaisselle professionnelle, machines à laver, etc. Et aussi certains produits électroniques. Euh, et donc c'est là où nous arrivons au DPP, au Digital Product Passport, parce que les exigences en matière d'éco-conception peuvent être des exigences de performance. Donc, par exemple, la consommation d'énergie en mode veille doit être inférieure à une valeur donnée, ou le cycle complet d'un lave-vaisselle doit consommer moins d'énergie qu'une certaine valeur, etc. Ou des exigences en termes de réparabilité, par exemple, telle pièce doit être remplaçable, la batterie doit être remplaçable, etc., etc. Donc ça, c'est les exigences de performance. Mais les exigences d'éco-conception peuvent aussi être des exigences en termes d'information. Donc, par exemple, la consommation d'énergie en mode veille doit être fournie au consommateur, ou les instructions sur la façon de remplacer telle pièce de rechange ou la batterie, ou comment l'obtenir ou l'acheter, doivent être fournies. Donc ça, c'est le deuxième type d'exigence, qui sont vraiment les exigences en termes d'information. Donc voilà, donc l'accent est aussi mis sur tout ce qui est information du consommateur et aussi des différents acteurs de l'économie circulaire. Donc par exemple, des informations sur la recyclabilité, qu'est-ce qu'il y a comme matériaux recyclables ou qui pourraient être réutilisés, comment réparer un tel produit, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il est en fin de vie, comment en disposer proprement. Et donc, en adoptant ce règlement sur l'éco-conception, nous sommes rendus qu'il manquait un système informatique approprié qui permettrait d'héberger vraiment toutes ces informations et de les rendre facilement accessibles à tous les acteurs concernés. Donc, qu'il s'agisse justement des acteurs de l'économie circulaire ou tels que les recycleurs, les rénovateurs, les réparateurs ou les consommateurs, et aussi les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché. Et c'est là d'où vient le passeport produit numérique, le Digital Product Passport, le DPP. Et c'est pourquoi il a été introduit dans l'ISPR et plus ou moins en même temps dans le règlement sur les batteries.
Donc, le passeport produit numérique, c'est un conteneur numérique d'informations spécifiques au produit. Donc, il sert d'identité numérique pour le produit en permettant la traçabilité et la transparence au long de la chaîne de valeur. Et comme l'idée n'est pas de développer 20 systèmes différents pour 20 produits différents, 20 règlements différents, l'idée c'est de rendre ce système plus ou moins universel, ouvert et réutilisable aussi pour d'autres règlements européens. Donc, par exemple, si un autre règlement demande à ce que des informations relatives à un produit soient fournies de manière numérique, ça pourra être inclus dans le passeport produit numérique. Donc, c'est pour ça que le passeport produit numérique, maintenant, bien que introduit par le cadre éco-conception et la loi batterie, a été largement, largement dépassé ces deux lois et maintenant mentionné par plusieurs autres actes, tels que le règlement sur la sécurité des jouets, par exemple, ou, euh, ou encore tout ce qui touche au packaging, etc. Et donc, comment ça marche? Le DPP est accessible via un support de données, donc ça peut être un QR code, ça peut être un tag RFID euh, et qui est rendu possible grâce à l'infrastructure sous-jacente, donc un portail web et un registre. Et donc le système un peu informatique, toute l'infrastructure IT est commune pour les différents passeports produits des différents types de produits. Mais après, les données vraiment qui rentrent dans le DPP, elles sont spécifiques à chaque groupe de produits. Parce que, enfin, comme je l'ai dit avant, ça va être des informations complètement différentes pour une paire de jeans et par exemple pour un pneumatique ou une étagère. Voilà, donc les données sont définies par chaque règlement euh, et y compris les actes délégués adoptés dans le cadre du règlement éco-conception. Donc, quelles informations peuvent être incluses dans le DPP? Donc, il peut y avoir, par exemple, c'est des exemples parce que tout ça, c'est à définir dans les différentes lois, mais il peut y avoir des instructions d'utilisation. On pourrait imaginer le certificat de conformité, par exemple, des informations environnementales, des informations sur l'origine, la composition, les options de réutilisation, d'élimination, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment à définir pour chaque produit dans chaque loi spécifique. Donc, qu'est-ce que nous, on y voit ou on espère obtenir comme avantage pour les consommateurs, les entreprises et aussi les autorités publiques? Donc, pour les consommateurs, clairement, c'est l'accès simplifié à tout ce qui a instruction d'utilisation, information sur la réparation ou l'entretien. Euh, mais aussi les informations sur l'empreinte environnementale, par exemple, qui pourrait euh, faciliter le fait de faire un choix plus conscient aux consommateurs, comme ils le font déjà avec, par exemple, le label énergétique A, B, C, D, E, F. C'est quelque chose qui est largement utilisé. Donc voilà, donc un accès à des données claires pour comparer les produits et soutenir les comportements vertueux. Pour les entreprises, les avantages qu'on y voit, c'est déjà d'avoir un peu plus de traçabilité sur ce qu'il y a dans les produits, et aussi une simplification au niveau des processus de déclaration, par exemple si le certificat de conformité y est inclus, et aussi la réduction des coûts liés à certaines informations qui sont aujourd'hui nécessairement sur papier ou ça peut être numérisé. Et on voit aussi la possibilité de l'émergence de nouveaux business models euh, dans la proposition de services liés au DPP, euh, voilà, par certaines entreprises à d'autres entreprises. Et après, les avantages pour le secteur public, donc ça peut faciliter tout ce qui concerne la vérification automatisée, notamment au niveau des douanes, parce que donc les exigences d'éco-conception et le DPP, ça s'applique à tous les produits qui sont mis sur le marché européen. Donc ça concerne ce qui est produit en Europe, mais ça concerne aussi tout ce qui est importé en Europe. Justement, ça passe les douanes et ça leur permettra d'avoir un accès plus simple et souvent automatisé à certaines informations.
Et donc la même chose pour les autorités de surveillance de marché, où on peut imaginer que ça va simplifier la détection et le signalement des produits dangereux, ou si, je sais pas, les autorités de surveillance de marché, par exemple polonaises ou tchèques, détectent qu'il y a un souci sur un produit, ça pourrait être flagué justement dans le passeport numérique, où les autres autorités le sauraient aussi, et les consommateurs qui scannent le DPP en seraient avertis également. Donc le cadre juridique, c'est la base juridique initiale, se trouve dans le règlement sur l'éco-conception, et donc ça sera complété par des actes délégués spécifiques aux produits pour ce qui concerne les données. Donc les actes délégués par exemple sur les textiles, le fer, l'acier, les pneumatiques, etc. Et aussi d'autres règlements ou directives de l'UE qui peuvent compléter tout ça. Donc les étapes importantes, c'est donc les normes harmonisées ont été adoptées par les organisations de standardisation européennes, donc le CEN-CENELEC, et qui viennent d'être publiées récemment. On s'attend à ce que le registre, qui est une espèce de, disons, de grand annuaire des DPP, où chaque passeport produit numérique devrait être enregistré, devrait normalement être lancé en juillet de cette année, donc d'ici quelques semaines. Euh, et on s'attend à ce que certains types de grandes batteries soient la première catégorie de produits pour laquelle le DPP devient obligatoire en février 2027. Et donc après, à partir de 2027, on s'attend à ce que ce soit étendu à d'autres produits, notamment ceux qui sont inclus dans le programme du travail que j'ai mentionné, donc comme les textiles, l'ameublement et tout ça, assez progressivement, bien sûr. Et donc, comment est-ce que c'est possible de participer ou de contribuer à tout ça et d'avoir son mot à dire dans tous ces processus-là? Donc, pour les produits régulés dans le cadre de la loi éco-conception, donc y compris sur, par exemple, les données qui vont aller rentrer dans les passeports de produits numériques. Donc, à chaque fois, il y a des études préparatoires et des analyses d'impact. Donc, si dans ces slides, il y a des liens, je peux les repartager dans le chat ensuite. Mais donc, en tant que partie prenante, vous pouvez vous enregistrer comme pour manifester votre intérêt dans cette étude. Et donc, assez régulièrement, vous recevez des documents, des questionnaires, etc., pour pouvoir contribuer. Donc, il y en a une qui est en cours justement sur l'éco-conception des pneumatiques. Il y en a une autre qui est en cours sur le DPP de l'acier et du fer, donc les produits sidérurgiques. Et il y en a une autre sur les textiles. Et justement, celle sur les textiles, il y a une enquête qui est encore en cours jusqu'au 20, donc jusqu'à demain en fait, sur exactement le contenu du passeport produit numérique des vêtements. Donc voilà, donc je vous invite et je vous encourage à participer dans la mesure de vos capacités, parce que on est toujours preneur de vos avis, et enfin c'est ça qui aide à construire les mesures d'une manière qui soit faisable en fait. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Wojtek. Il y a une question dans le chat pour les EEE. Quelles sont les perspectives? Est-ce que... Oui, donc pour tout ce qui a produit électronique, donc ça, il faut voir dans le plan de travail multiannuel, parce que enfin, il y a beaucoup de produits différents, et ils ont chacun une date prévue qui est un peu différente, étalée entre 2025 et 2030. Donc ça, c'est dans le cadre de la loi sur l'éco-conception. Et on s'attend aussi à une mesure horizontale sur la réparabilité des produits, notamment certains produits électroniques courant 2027, donc l'année prochaine. Et en parallèle de ça, la Commission travaille sur la révision de la WEEE Directive. Mais ça, je ne suis pas directement ce projet-là, donc je ne saurais pas vous répondre
plus que ça. Faudrait que je demande à mes collègues qui s'en occupent. D'accord. Merci beaucoup. Wojtek, il y a une deuxième question qui vient d'arriver. A-t-il un projet d'étude sur le contenu du DPP des batteries? Donc la loi batterie est une loi à part du cadre, enfin c'est des exigences similaires que celles du cadre éco-conception, mais c'est vraiment un règlement à part. Et si je comprends bien, enfin, comme pour oui, c'est pas mon domaine, disons, exact dans lequel je travaille. Là encore, il faudrait que je me renseigne auprès de mes collègues qui s'occupent vraiment du règlement batterie. Mais il me semble que justement les points de données qui doivent être inclus dans le passeport des batteries sont listés dans une annexe du règlement et qu'il y a plusieurs, mais j'imagine que les autres intervenants qui sont plus spécialisés dans les batteries pourront expliqueront ça avec plus de détails. Donc il y a eu plusieurs projets en cours. Je pense qu'il y a le Battery Pass Project par exemple, qui justement travaillait sur quelles informations, quelles données doivent être incluses dans le passeport batterie. Merci beaucoup, Wojtek. Il y a encore, enfin, nous avons encore 1 minute, donc je ose quand même de poser cette question. DPP pour le produit de construction. Enfin, ici, il parle de zinc laminé, mais le DPP pour la construction, est-ce que c'est un sujet? Oui, c'est un sujet. Donc ça, quand je disais que justement le DPP a été initialement introduit par le règlement éco-conception et le règlement batterie, mais maintenant enfin, ça s'est étendu à plusieurs autres règlements, donc notamment la Construction Products Regulation, donc le règlement sur les produits de construction. euh, inclut un système aussi similaire au DPP, donc qui va être basé sur la même infrastructure sous-jacente. Donc, pareil, pour être compatible, parce que forcément, si dans le cadre de la loi éco-conception, il y a un DPP sur le fer et l'acier, c'est quelque chose qui après va pouvoir communiquer avec le passeport des produits de construction. Donc, il y a des choses justement sur le passeport des produits de construction qui sont dans le règlement des produits de construction, où encore une fois, on travaille par équipe sur des sujets donnés, donc ça, c'est une autre équipe qui travaille là-dessus. Donc pour des questions plus techniques, il faudrait que je me renseigne et je ne saurais malheureusement pas répondre comme ça Oui, directement. comme c'était une sensibilisation pour, voilà, pour donner des premières informations. Après, n'hésitez pas, voilà, de encore poser vos questions à nous. On va essayer de vous répondre, de trouver les réponses. Voilà, donc peut-être on peut aussi essayer de vous envoyer Wojtek, les questions et on peut essayer d'échanger. Mais vu le temps, il faut continuer. Merci beaucoup, Wojtek. Vous avez d'autres missions, j'ai entendu aujourd'hui. Donc, mais un tout grand merci pour votre présentation très claire et très riche. Voilà. Et j'invite maintenant Vincent Desmontiers à partager sa présentation sur le cas d'usage et la traçabilité des batteries. Pour donner un exemple, qu'est-ce que nous faisons dans la région Hauts-de-France? Merci. Impec. Merci, Shenia. J'espère que vous voyez bien mon écran. Juste confirmer, s'il te plaît. Oui, c'est très bien. Impec. Donc, en effet, je vais essayer de compléter la présentation là, qui a été faite par Wojtek sur le cadre général en vous présentant effectivement les résultats du projet qui s'appelle Battery Pass, qui a été évoqué évidemment par Wojtek avant. Et surtout, le propos ici, et c'est ce qu'on avait discuté avec Shenia, c'est surtout de voir, d'avoir une approche un peu bottom-up et de se positionner avec un œil de PME innovantes, en particulier dans le secteur de l'économie circulaire. Comment on peut tirer parti du cadre
du cadre réglementaire et de la standardisation pour créer, comme ça a été dit aussi avant, des nouveaux business models et apporter des nouveaux services. Donc c'est ça l'objet de mon propos. Donc moi, je représente le DIH Faubourg Numérique, je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que une grosse partie de nos revenus sont apportés par nos contributions à des projets de R&D dans le cadre notamment de projets européens, mais aussi dans le cadre de France 2030. Et c'est comme ça en fait qu'on est tombé dans le Battery Pass. C'est via les projets européens et notre implication dans la communauté open source Fireware et dans le cadre du consortium Battery Pass qui avait pour objectif, effectivement, comme ça a été bien expliqué avant, d'anticiper et de soutenir en fait la mise en œuvre du cadre de réglementaire européen pour les batteries de véhicules électriques et pour définir le contenu qui était le plus pertinent d'un point de vue business. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du corpus réglementaire, rassurez-vous, mais c'est juste pour vous expliquer que ça a été anticipé dès 2023 avec une réflexion et ça aboutit à des résultats intéressants. Et juste pour info, donc nous, dans ce consortium, on a apporté notre effort de R&D sur la partie démonstrateur pour avoir des choses qui sont à la fois opérationnelles en termes de système d'information, mais aussi qui permettent de faire de la pédagogie et de découvrir effectivement à quoi peut servir et comment on construit le DPP tout au long du cycle de vie des batteries. Et puis aussi, d'un point de vue technique, ça me paraît intéressant de le dire, il y a aussi une autre grande politique, une stratégie de l'Europe sur les espaces de données partagés, les data spaces, qui était aussi en relation avec le DPP et qui complète au niveau technique cet enjeu de partager les données dans le cadre de l'économie circulaire tout au long des cycles. Donc voilà, ça c'est des photos des équipes avec lesquelles on a travaillé, nos copains à Berlin, nos copains allemands et différents événements sur lesquels on a mis en œuvre le démonstrateur. Le démonstrateur, mais c'est aussi pour parler un petit peu du champ d'action du Battery Pass. Il concernait effectivement trois grands aspects du cycle de vie. La première, c'est tout ce qui concerne le traitement des matières premières pour produire des cellules de batterie, que ce soit à partir de matières qui sortent directement de l'extraction minière ou qui soient issues des filières de recyclage. Le deuxième module, c'est quand ça concerne la mise sur le marché et l'exploitation des équipements et donc ici des véhicules électriques sur lesquels sont montées ces batteries. Et puis le troisième, c'est tout ce qui concerne la collecte des batteries usagées et leur processus de réutilisation, de recyclage et éventuellement de démantèlement et de refactoring. Donc voilà, c'est les trois aspects qu'on montrait dans le démonstrateur. Et donc, l'idée effectivement, c'est de tirer parti de ce travail-là pour en faire un socle et pour développer des services innovants. Et par rapport à la question qui a été posée, donc le Battery Pass, effectivement, il y a un contenu donc qui est proposé par le projet et je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, il y a un environnement de test pour la personne qui a posé la question. Je vous invite j'ai pas mis le lien ici sur la page, mais vous pouvez le demander à Shenia et je transmettrai. Donc il y a un environnement de test pour utiliser le contenu du Battery Pass qui est fourni par le consortium. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail avec trois exemples en fait de PME innovantes qui ont exploité ces principes du DPP pour fournir des services et développer des services à différents endroits de la chaîne de valeur, en commençant par la phase où la batterie est en service et le véhicule est en service. Donc on
on a la possibilité avec enfin, cette entreprise qui s'appelle Bip Battery, hein, c'est toutes des entreprises françaises que j'ai pris comme exemple, et qu'on a accompagné d'ailleurs dans le cadre du Digital Innovation Hub. Donc ce premier exemple, Bip Battery, c'est surtout sur la valorisation à la revente soit du véhicule entièrement, soit de la batterie quand le véhicule est en fin de vie. Et le service est focalisé sur l'état de santé de la batterie, donc le state of health, dans la mesure où une partie du state of health est dynamique. Et eux, ils se basent sur des données statistiques qui peuvent venir enrichir et complémenter le DPP, soit partiellement avec des informations qui sont dans le contenu officiel du DPP, soit par des informations complémentaires qui sont alors à ce moment-là accessibles avec ce principe d'espace de données partagés et des API qui sont bien sûr contrôlés de très près. Là, on parle, il y a un aspect B2C parce que ça concerne aussi les consommateurs, mais c'est aussi surtout du B2B, parce que bon, ça concerne plutôt les flottes de véhicules et les traders de batterie. Et l'enjeu, c'est effectivement d'optimiser la valeur de la batterie usagée. Donc ça, c'est un premier exemple d'exploitation d'un point de vue d'une PME du cadre réglementaire et aussi de la standardisation concernant principalement donc les batteries de véhicules électriques. Un deuxième exemple, cette fois plus sur la partie manipulation et supply chain des batteries qui sont usagées. Donc, monitorer le stockage, les opérations de maintenance ou de réparation, voire les opérations de démantèlement et aussi les opérations de transport. Donc, quelque part, un pack de batteries de voitures électriques, moi, je suis pas spécialiste, mais on peut dire que ça continue à vivre même une fois qu'il est débranché. Donc, il faut faire attention pour optimiser et pour optimiser sa valeur et sa capacité à le réutiliser, à le suivre de très près. Et donc là, l'entreprise Batcapt a développé un système qui est universel, qui peut se brancher sur la batterie et qui permet en fait de suivre et de monitorer en temps immédiat l'évolution de la batterie et aussi des cellules qui constituent cette batterie. Et donc là aussi, ça permet d'intégrer et d'optimiser ces données-là de temps réel avec les données qui ont été associées au pack de batterie dans le DPP. Un dernier exemple, cette fois sur l'aspect industriel et démantèlement des packs de batterie. Alors cet exemple-là, c'est pas les batteries de véhicules électriques, c'est plutôt les petits packs de batterie sur l'outillage portatif, par exemple. Et donc ça, c'est un projet qu'on mène avec le cluster Proxinov. Et on travaille pour plusieurs PME, mais une des PME qui est concernée par ce projet, c'est la société Voltaire, donc qui est spécialisée dans le démantèlement et le repackaging des cellules de batterie pour ce type d'équipement. Et donc l'enjeu du projet ici, c'est de trouver des possibilités d'automatisation et de robotisation sur le processus de démantèlement de ces packs de batterie. Et bien sûr, ce qui est important quand on commence à démanteler ce genre de choses, qui est assez complexe, c'est de s'assurer que ça vaut le coup de le faire, puisque l'idée c'est de réutiliser les cellules qui composent les packs. Et donc évidemment, les informations qui sont dans le battery pass sont importantes, y compris pour des aspects aussi, si on arrive à enrichir aussi les données du DPP sur des aspects de sécurité, puisque c'est du matériel électrique. Donc si on met un coup de tronçonneuse ou même un coup de tournevis de travers, ça peut faire mal. Donc voilà, là on est vraiment sur des opérations physiques sur la batterie qui peuvent être avantageusement supportées par des données qui sont directement fournies par le DPP ou autour du DPP. Donc voilà les 3 exemples que je voulais partager avec vous. L'idée, c'est effectivement et c'est l'expérience qu'on a eue avec ces PME, hein, c'est de dérisquer le développement des services
innovant avec des services de test before invest que Jérôme, je pense, va présenter tout à l'heure, et en exploitant les données, les assets qu'on a déjà, notamment les démonstrateurs, pour produire des preuves de concept, voire des MVP. Et puis j'ai vu aussi qu'on va parler du call Rift Circular. Donc dans les partenaires, dans les projets européens, on travaille beaucoup avec notamment aussi un DIH qui est en Ukraine et qui a dans son portefeuille, on va dire, la plateforme Deep PP Chain, et donc qui c'est dans la région de Kiev. Et donc il y a le projet Rift Circular que je crois Chenia va vous présenter tout à l'heure. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Team 2. Ça peut être intéressant de connecter avec cette entité. Et puis, comme ça a été dit avant, il y a là, c'est plus pour les geeks ou les techniciens. Si vous voulez vraiment être à la pointe sur le développement du DPP, il y a la présentation du standard qui a été évoqué par Wojciech dans la présentation précédente, qui va être effectuée cet après-midi donc par Sensenelec. Il y a un webinaire de présentation du standard. Donc, si vous êtes vraiment passionné, moi j'y serai, mais si vous pouvez y assister aussi, si vous voulez avoir vraiment les détails techniques sur ce standard qui va supporter la mise en place du DPP. Voilà, merci encore à Team 2 pour organiser ça. J'espère qu'au niveau régional, on va réussir à fédérer les acteurs pour travailler sur cette thématique du passeport numérique et en tirer parti avec le plus grand nombre. Merci encore, Chenia et Team 2, à toute l'équipe pour cet événement. Merci beaucoup, Vincent, pour ta présentation très riche, très intéressant. Il y a un participant qui demande si tu pourrais communiquer le lien pour utiliser le Battery Pass. Ouais, S'il je vous mets ça te plaît. dans le chat. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a une session de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions. On va avec plaisir vous répondre à la fin du webinaire. Maintenant, j'aimerais vous amener et expliquer. Attendez, je dois partager mon écran. Voilà, ici. Un exemple d'un passeport numérique d'un projet européen qui s'appelle Surpass 2. Donc, c'est un projet qui est particulièrement intéressant parce que ça adresse principalement à la filière des pneus. Le projet a commencé en 2024 et dure encore jusqu'en 2027. Donc, c'est piloté par Michelin. Il pilote un démonstrateur pour les pneus avec un consortium de 7 partenaires dans 3 pays européens. Donc, c'est tout à fait nécessaire aussi de collaborer au-delà des frontières pour avancer nos connaissances et notre savoir-faire. L'objectif du projet, c'est d'attribuer à chaque pneu une identité numérique unique pour assurer la traçabilité tout au long de sa cycle de vie. Donc, c'était déjà mentionné largement qu'est-ce qui est inclus dans les DPP, donc notamment l'origine, les fabrications, les matériaux utilisés. Donc, à chaque produit, c'est très spécifique. Et donc, le projet donc offre l'opportunité de concevoir et de promouvoir les pneumatiques plus durables, de faciliter un accès aux informations sur le pneumatique afin d'améliorer leur réchappage et leur recyclage, et donc de trouver de nouvelles filières de valorisation et de récupérer les matériaux issus des pneumatiques en fin de vie. J'aimerais vous partager aujourd'hui, je vais arrêter le partage et repartager l'écran pour vous montrer un vidéo, un témoignage de Madame Fioretti, Claire Fioretti, qui pilote le projet, qui je trouve assez pertinent, qui explique le projet très bien. Et donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Voilà. Audio. Ok. Voilà. Alors, Hi,
My name is Claire Fioretti. I work for Michelin, and I am the leader of the Tire Digital Product Passport pilot in Cirpass 2. Our pilot is about the digitization of the tire circular economy. It brings together a group of 12 companies and associations over 3 European countries, representing tire manufacturers, retraders, end-of-life tire collectors, recyclers, producer responsibility organisms, and digital product passport enablers such as digital identity providers or data space governance bodies. The tire circular economy is quite dynamic in Europe, with still 25% of truck tires being retraded and more than 90% of end-of-life tires being collected each year. With our partners, we believe that the Tire Digital Product Passport is an opportunity to accelerate circularity. Collecting and sharing valuable information during tires life cycle should contribute to increase the percentage of retraded tires, increase the material recovery from end-of-life tires, and bring more transparency on sustainable tire performances for end users. Technically, our pilot will rely on GS1 identifiers, ISO standards of RFID technology for tires, and GDSO services, the tire industry data space, created in 2022 to share data in a standard manner around connected tires. Cirpass 2, thanks to European Union funding, is for us a great opportunity to implement and operate during 2 years the Tire Digital Product Passport at scale and in real setting. Cirpass 2 is also a fantastic ecosystem to benchmark insights and solutions. We are all different, from different industries, with different maturity regarding circularity and technology, but with similar problems to solve. That's our strength, to build an affordable, lean and interoperable solution for the digital product passport, and explore which new circular business models can really emerge. In our pilot, retraders, end-of-life tire collectors are small and medium enterprises, as it is usually the case in Europe. The main interest of the digital product passport for them is probably the acceleration of the digitization in a standard and proven context, with potential gain in productivity, ergonomics, and more attractive workstation for employees. It is also additional business opportunities. All tires become eligible for new connected services, like Tire as a Service offers, an additional lever to reduce the tire environmental footprint. See you in 2027 to measure the results together and to learn lessons from this very, very exciting experience. Voilà, donc Good morning, everyone. non, je vais repartager ma présentation. Juste pour résumer un peu la vidéo, du coup, parce que c'était en anglais, je suis désolée. Donc j'ai pensé, je vais résumer ça dans une slide. Dans le pneu, le DPP des pneus, donc la techno pour le DPP et donc le RFID pour contribuer à une économie circulaire, donc une meilleure évaluation des possibilités de réutilisation ou recyclage et aussi une récupération plus efficace des matériaux en fin de vie. Donc les bénéfices pour Michelin, c'est la conception de pneus plus durables, cette partage facilite les données entre les acteurs de la chaîne de valeur et aussi une réduction de l'impact environnemental du secteur. Voilà, donc ça enrichit bien sûr aussi le travail de la commission, ça donne un feedback, mais à la fin, c'est vraiment de rendre le pneu plus traçable, plus durable et plus facilement recyclable
grâce au passeport numérique. Et donc, j'ai eu le grand plaisir de parler avec Madame Fioretti personnellement avant notre webinaire. Elle m'a donné ces trois principaux enseignements de ce projet-là, parce que le passeport numérique au passeport DPP du pneu, ça aujourd'hui n'existe pas, elle m'a dit. Donc, on est encore en train de négocier le contenu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que le passeport ne se limite pas à fournir des informations techniques. Donc, c'est vraiment de voir la destination finale du recyclage. C'est important pour les éco-conceptions. Donc, parce que pour les fabricants de pneus, ils savent pas qu'est-ce qui arrive après la vente. Où le pneu est recyclé? Est-ce qu'il est réutilisé dans une asphalte, une autre filière? C'est pas du tout transparent. Donc, ils ont besoin d'informations sur la filière de recyclage, dont le pneu est recyclé, à quelle fin il est utilisé. Ça, c'est important pour ajuster donc le DPP et pour créer un vrai modèle business, une vraie chaîne de valeur circulaire. Donc, si nous voulons davantage de circularité à l'échelle industrielle, elle a dit, nous devons prendre en compte l'approvisionnement des matières premières. Quelles sont les matières premières dont nous avons vraiment aussi besoin? Comment le pneu peut être utile à cette fin? Et donc, la traçabilité, notamment, est importante pour savoir comment valoriser les pneus. Les recycler aussi mieux et pour aussi savoir dans quelle filière le recycler pour augmenter la durabilité de ce produit. Elle a aussi parlé d'une écotaxe pour le recyclage. Donc voilà, un défi et donc deuxième enseignement, c'est le design du DPP. Donc c'est vraiment, ça comprend pas que des informations techniques, ça comprend tous les acteurs. Ça peut même être cross-sectoriel. Donc le RFID, c'est la meilleure solution. Elle est beaucoup plus modulable qu'un QR code parce qu'elle permet d'intégrer plusieurs DPP. Imaginons en Europe, nous avons un DPP, en Chine, nous avons un autre. Voilà, le RFID permet d'intégrer les deux. Le taux d'erreur avec un QR code est aussi beaucoup plus élevé qu'avec la technologie RFID qui est proche de taux zéro. Voilà, ça c'est un peu ce que je peux vous dire comme première introduction sur le secteur du pneu. Donc c'est en train encore de se former et moi je vous invite chaleureusement de travailler ensemble à structurer la filière du pneu. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais inviter Jérôme Coutel de CTC de présenter un peu l'accompagnement Green Priority parce que lui, il est un expert en RFID et donc je suis très contente qu'il a pu nous joindre aujourd'hui. Donc oui, je vais partager, donc bonjour à tous. Je vais partager donc ma présentation. J'ai un peu retravaillé. Alors, comment faire? Attendez, je la retrouve pas. Partager. Je ne trouve pas ma présentation. Enfin, j'arrive pas à la partager. Ça fonctionnait tout à l'heure. Désolé. Ah, c'est bon. Parfait. Est-ce que vous voyez la présentation? Alors, je vais revenir en Oui, arrière. oui, c'est très bien, merci. Donc bonjour à tous. Donc je vais pas faire une redite ensemble, enfin sur ce qui a été dit sur le Digital Product Passport. Je vais essayer de vous présenter l'une des choses qui est mise en place par l'Union européenne pour vous accompagner dans votre transformation numérique et également donc sur la question du Digital Product Passport par l'intermédiaire d'un programme qui s'appelle l'EDIH, donc European Digital Innovation Hub des Hauts-de-France, qui va se terminer
dans sa première version à la fin du mois, mais qui sera prolongée, on va voir juste après, pour 3 ans dans sa seconde version avec des partenaires nouveaux de la région, notamment Hauts-de-France. Donc le DIH, c'est quoi? C'est un regroupement d'acteurs répartis dans l'Europe. En France, on avait 16 EDIH spécialisés dans beaucoup de thématiques diverses et variées, notamment l'économie circulaire, la création d'écosystèmes, la recherche de financement, la gestion d'innovation. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais il y a pas mal d'acteurs en France qui sont spécialisés dans beaucoup de thématiques qui ont pour vocation d'aider les entreprises donc à accélérer et à accroître leur transformation numérique. Dans la région des Hauts-de-France, le DIH se nomme donc le DIH Green Power IT. Il reprend donc l'ensemble du territoire, donc le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Oise et l'Aisne. Et le programme, dans sa deuxième version, comme c'est indiqué ici, va démarrer au 1er juillet 2026 et se terminer au 30 juin 2029, donc pour une durée de 3 ans, avec, dans sa deuxième version, 17 partenaires et 4 partenaires associés. Donc on retrouvera notamment des PME, des universités, des clusters, des laboratoires de recherche et d'autres entités. Donc je vous présente ici rapidement une slide des différents acteurs de la région. Donc on retrouve le CITC dont je fais partie, le DIH au bord du numérique qui nous a beaucoup aidé dans la première version de DIH et qui, je l'espère, nous aidera également dans la seconde version. Et donc après d'autres partenaires un peu plus économiques ou des incubateurs que l'on peut retrouver, Euramatérials, Eurasanté, Euracréative et Euratech. Et donc ils se réunissent ensemble donc on se réunit tous ensemble pour accélérer, donc je le disais, la transformation numérique de l'économie européenne. Ce projet s'adresse aux PME et aussi à des organisations publiques, des collectivités territoriales. Et le but aussi, c'est de faire face donc aux transformations que l'on peut voir et observer au fil des années, et notamment avec donc les questions autour de l'économie verte et du numérique, et dans sa version un peu plus avancée avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc les objectifs de cette EDIH, comme c'est indiqué ici, c'est de maintenir et renforcer un réseau régional solide et intégré. L'idée, c'est d'être une porte d'entrée en fait à votre transformation numérique, donc pour les entreprises et pour les collectivités territoriales, en vous offrant un maximum d'expertise. Vincent Demortier possède lui une expertise très très poussée dans le jumeau numérique, dans tout ce qui est Digital Product Passport, et donc accompagne les entreprises avec d'autres acteurs sur la transformation numérique. Donc on accompagne, je l'ai dit, les startups et les PME dans l'intégration aussi de l'IA, qui aujourd'hui est un complément à cette transformation et accélère et offre des possibilités importantes en matière de performance, de performance et de collecte de data ou d'analyse de data de manière générale. Et on accroît aussi cette transformation numérique avec des synergies autour de l'IoT et de la cybersécurité afin de veiller à ce que les transformations numériques se fassent dans un cadre sain et durable et sécuritaire également. C'est l'une des grosses forces de notre DIH dans les Hauts-de-France, c'est de pouvoir aussi répondre à des enjeux de cybersécurité. Et le domaine de l'IoT, Génial le disait, je suis spécialiste de la RFID, et donc on peut aussi accompagner sur du sourcing et de solutions technologiques sur ces thématiques-là. Donc, il y a aussi donc, ce que je disais tout à l'heure, d'exploiter le potentiel de l'IA au service du développement durable. L'IA prend aujourd'hui une grande part, et on le verra avec quelques chiffres de l'EDH dans sa version 1, une part de plus en plus importante dans le développement des projets. Et l'idée, c'est aussi de responsabiliser, d'être souverain aussi également sur ces questions et de répondre à des enjeux de décarbonation, toujours dans l'idée de développer des projets autour de vos problématiques que peuvent être, par exemple, celui du Digital Product Passport. Donc, je le disais, je le répète, que cette EDH, dans sa deuxième version, se concentre sur l'Internet des objets, la cybersécurité et surtout sur l'intelligence artificielle. Ça répond aussi à un enjeu de l'Europe d'accroître notre performance sur cette thématique-là avec des secteurs assez divers. Je pense qu'on regroupe l'ensemble des secteurs. On peut s'adresser à l'ensemble des secteurs de l'industrie, de la mobilité, du transport, de la santé, des industries créatives et des matériaux. Aussi, je vous le disais, des collectivités locales, notamment avec les territoires intelligents et les questions autour de l'administration et de la gestion documentaire, principalement. Comment
comment concrètement on accompagne les entreprises? On les accompagne autour de 4 piliers, qui sont la formation et le développement des compétences, par l'intermédiaire également de sensibilisation ouverte au public, comme aujourd'hui par l'intermédiaire de webinaires, mais aussi de formation en présentiel autour de thématiques assez diverses et variées pour donner l'envie déjà et s'acculturer aux évolutions technologiques et de présenter de nouveaux usages qui peuvent vous intéresser et qui nous permettront après de vous accompagner sur les 3 autres piliers principalement, que sont le Test Before Invest, dont a parlé rapidement Vincent, le soutien à la recherche de financement et aussi la mise en réseau et l'accès à un écosystème assez large, comme je vous l'ai présenté, d'innovation. Les données en fait de cette DIH1, enfin, les chiffres et les tendances ont marqué une forte appétence pour les sujets concernant les thématiques de l'IA et de la data. Donc, avec plus de 30 projets qui ont été développés dans ce cadre, plus de 100 formations. Alors, c'est pas formation, la première chiffre, c'est pour plus de 35 preuves de concept qui ont été développées dans ce projet européen pour la région Hauts-de-France, autour des 4 thématiques que je vous ai citées, l'IA, la data et la cyber et l'IoT. Donc, les thématiques principales qui ont été développées, les enjeux auxquels nos différents partenaires ont répondu, c'était beaucoup de sujets autour de la mise en place d'assistants IA, de l'aide à la création d'outils d'aide à la décision. L'idée, c'est qu'on a une pléthore de données aujourd'hui qui est disponible sur le marché par l'intermédiaire de capteurs pour répondre à des enjeux, alors soit des décarbonations ou même de traçabilité de produits, on le verra juste après. L'idée, c'est de créer des outils d'aide à la décision qui regroupent et qui analysent ces datas. Il y a aussi le déploiement de plusieurs Digital Product Passport et de jumeaux numériques qui ont été réalisés par l'intermédiaire notamment de Vincent Demortier, qui est spécialisé sur ces thématiques. Et j'ai aussi mis une petite donnée sur la répartition des sujets que l'on a traités sur ces 35, voire plus projets. Donc on retrouve la sensibilisation importante autour de l'analyse de la data et de l'intelligence artificielle également. J'ai mis 2 exemples concrets dont on vous a parlé un petit peu, Vincent Demortier, notamment sur l'accompagnement des PME dans le secteur automobile, avec la mise en place donc de développement de solutions autour des jumeaux numériques, en développement notamment de plusieurs plateformes d'interopérabilité entre les différents capteurs et de logiciels pour la sécurisation et l'identification de pièces, toujours dans le but déjà de connaître, vous l'a présenté Vincent, l'état ou la forme des pièces analysées, et aussi permettre pourquoi pas la recyclabilité des différents produits ou d'apporter des solutions techniques sur d'autres secteurs d'activité. Le deuxième projet est en lien aussi avec la technologie RFID et NFC que Shenia vous a présenté. C'est un projet qui était autour de l'identification des produits dans le domaine de la maroquinerie principalement, mais il s'est ouvert à d'autres thématiques autour de la bijouterie et l'analyse de produits dans le domaine du textile. Donc l'idée, ça a été dans un premier temps de sourcer les solutions technologiques dont le client avait besoin, puisque la technologie RFID englobe aussi d'autres technologies comme la technologie NFC, qui est beaucoup plus champ proche et qui répond à des enjeux et des solutions technologiques qui sont légèrement différentes de ce qu'on peut retrouver sur les technologies plutôt ultra haute fréquence dans la RFID. L'idée, donc, ça a été de sourcer des produits disponibles, de les adapter aussi à son besoin. Il faut savoir que ces technologies, elles répondent à certains enjeux, elles fonctionnent avec des taux qui sont en effet très importants, plus que d'autres solutions technologiques dans la plupart des cas, mais qui parfois ont des contraintes liées à l'environnement, dans les environnements métalliques, dans les environnements comportant des liquides ou autres. Les technologies n'ont pas non plus 100% de comment on appelle ça, de taux de détection sur certaines thématiques. Donc on l'a aidé à accompagner dans cette solution. On a aussi mis en place la solution dans le domaine de la maroquinerie en essayant de s'adapter au mieux à des enjeux aussi de mise en production et mise à l'échelle de la solution. On a également aidé le porteur de projet à répondre à des enjeux d'investissement pour le développement de sa solution, l'aidant à la recherche
et dans la recherche et le sourcing de sources de financement pour développer cette technologie. Et tout ça est arrivé par l'intermédiaire en fait d'une sensibilisation qu'il a reçue dans le cadre des accompagnements génériques du CITC autour de ces technologies et ces sujets-là, notamment celui du Digital Product Passport, où on a présenté quelques cas d'usage euh, liés à l'utilisation de la technologie RFID. Et voilà, l'idée lui est venue de- d'accroître son offre de services dans le domaine de la maroquinerie avec une solution clé en main qu'il pourra proposer du coup à ses clients. Donc il a vu l'intégralité, comme aussi beaucoup d'acteurs des PME secteur automobile qui a accompagné Vincent, l'ensemble de la chaîne de valeur de l'EDIH Green Power IT. L'idée, c'est d'être au plus près en fait de vos demandes, de vos besoins, et de trouver les bons interlocuteurs pour répondre à ces sujets-là. On ne peut pas répondre, nous, CITC, seul à l'ensemble de la chaîne de valeur, mais avec l'intermédiaire des partenaires que nous ayons, comme Team 2, comme Faubourg du numérique et comme d'autres acteurs sur la région ou même en Europe, pour la mise en relation la plupart du temps, voilà, de vous accompagner sur ces thématiques-là. Alors concrètement, voilà, ça passe par un entretien préalable et ensuite on essaye de vous répartir sur les meilleurs piliers avec les meilleurs interlocuteurs possibles. Donc voilà, j'ai fait assez court, mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que je puisse y répondre. Merci, merci beaucoup Jérôme pour ta présentation. Voilà, encore un très bon exemple comment on peut donc travailler techniquement le sujet. Nous avons des partenaires régionaux très compétents, Faubourg Numérique, le IH pour vous accompagner. Et donc, je vais donc partager mes slides pour pour une dernière recommandation. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Ok. Donc, nous avons l'appel à projet Rive Circulaire et quelques événements à recommander. Je vais faire vite pour encore discuter un peu à la fin de vos questions. Comment donc aussi se lancer dans la traçabilité et le DPP? Une possibilité, c'est l'appel à projet Rive Circulaire, sous ouvert, c'est un soutien financier à des tiers dans le domaine de l'économie circulaire. Il y a 5 priorités et entre autres l'amélioration de la numérisation dans le processus d'économie circulaire. Voilà, il y a 5 secteurs, il y a aussi la construction, etc. Le secteur textile également. Le délai est le 17 septembre. Ce sont des actions Innovation Action, donc ce sont des prototypes assez proches du marché qui sont attendus, donc pas de recherche, pas, plutôt un test avec une entreprise, durée de 2 à 3 ans. 1,5 à 3 millions d'euros maximum du budget disponible. Et donc, il faut collaborer avec 3 régions. Il y a 7 au total dans cet appel à projet. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous recommande de déjà regarder sur le site web. Mais je pense aussi du côté Pôle Team 2, nous sommes à votre côté. Et nous avons 2 événements, donc un webinaire le 7 juillet de la Commission européenne sur le passeport batterie. Voilà. Et le 27 août, ici à Lille, une conférence sur le DPP dans le secteur du textile. Voilà. Et maintenant, nous avons encore un peu de temps pour discuter, pour échanger. Donc, n'hésitez pas de mettre vos questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Regardez. Oui, il y a 2. Alors, que faites-vous quand vos clients doivent manipuler des camions de terre
ou des matériaux auxquels on ne peut accoler une puce RFID. Nous avons pensé à blockchain via un CPD, Circular Digital Passport. Qu'en pensez-vous? Merci pour cette question. Qui veut répondre? Vincent ou... Non, sur le... Tu veux? Tu peux y aller, Vincent, si tu le souhaites. Non, non, moi j'ai pas de réponse, mais c'est vrai que le vrac, quelle que soit la matière, hein, on a ça aussi avec les matières agricoles. Le vrac, c'est toujours difficile à suivre et à travailler en lot. Et c'est souvent le contenant en fait qu'on suit plus que la matière. Mais bon, voilà, après il y a tout un tas d'autres technologies, mais Oui, je voilà, il n'y pourrais a pas. pas de... En effet, pour rebondir, c'est vrai que la technologie RFID, c'est pas la solution miracle qui répond à tous les problèmes. Il y a des expérimentations sur des lignes de production, même avec en effet, des cartons, des palettes qui sont tracés. Généralement, dans ces thématiques-là, on trace plutôt la palette avec peut-être la technologie RFID ou autre, plutôt que le carton. On arrive à essayer de joindre ou de faire des systèmes multi-capteurs. On pense à la technologie QR code ou au code barre classique ou la technologie RFID, NFC. On essaye euh, de trouver les bonnes solutions. Il y a des puces RFID ou NFC qui s'adaptent très bien à des environnements un peu plus contraints, à des environnements métalliques ou des environnements contenant des liquides, mais c'est vrai que euh, le passage dans on va dire on a eu le cas par exemple avec un ancien projet qui voulait détecter le passage dans qu'on appelle ça, dans les conteneurs métalliques des produits des engins de chantier. Donc là, on était très environnement très contraint et on a démontré que la technologie, en effet, RFID n'était pas la plus appropriée. On avait un taux de détection d'objets inférieur à 40% et on a orienté du coup la détection des objets plutôt avec des technologies autour de la technologie Bluetooth, qui est certes plus onéreuse, mais pour des produits avec une forte valeur ajoutée, elle convenait parfaitement. Mais c'est vrai que c'est des produits qui sont parfois livrés à des clients. Voilà, il y a des ajustements à faire, mais il existe voilà, un panel de solutions plus large et qui maintenant arrive aussi sur le marché avec des prix, à dire, qui, ne- qui ne seront pas toujours pas concurrents de la technologie RFID NFC qui est relativement peu chère, mais qui peuvent permettre de s'adapter, et notamment, oui, en effet, avec la blockchain ou des solutions d'identification par blockchain, on peut tenter de trouver une approche intermédiaire, j'ai envie de dire, mais pas à 100% fiable, en effet. Pour résumer, voilà, il n'y a pas une seule technologie, on a plusieurs peut-être à mettre en place, et c'est très dépendant du cas d'usage et de la demande. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. Très bien. Merci beaucoup pour ça. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions, j'aimerais remercier chaleureusement nos intervenants pour leur présentation très claire et aussi tous les participants de votre participation aujourd'hui. Je pense on a compris que on peut travailler ensemble pour structurer la filière, par exemple, de pneus ou autres, pour mieux appliquer le passeport numérique. Donc, c'est une invitation à peut-être à continuer ensemble. Moi, j'ai envie, je pense, nous intervenons aussi. Donc, n'hésitez pas et merci beaucoup à tous et à tous pour votre participation et voilà, une bonne journée. J'espère pas très chaud. Merci.